C'est la seconde partie de ce magazine qui parle des fake news. Quels réflexes développer pour ne pas tomber dans ces pièges? Nous avons donc avec nous Jacques Kamanda, député provincial et également rapporteur à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Pierre Nsana, enseignant à l'IFASIC, Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, et Peter Ochoudi, spécialiste NTIC à Internews. Monsieur Jacques, le professeur a parlé de la source de l'information. L'expert Peter a évoqué certains codes, des applications qui aident les communautés à vérifier la vraie de la mauvaise information. Alors, au niveau de l'Assemblée provinciale, l'accès aux sources d'information pose toujours problème. Les journalistes ont du mal à accéder à l'information. Est-ce qu'à votre niveau, en tant que responsable de la communication au niveau de l'Assemblée provinciale, quels sont d'abord pratiquement, qu'est-ce que vous faites pour permettre à tous les députés provinciaux de donner l'information aux journalistes? Est-ce que il y a des communications? Qu'est-ce que vous faites concrètement au niveau de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu pour que les rumeurs ne se propagent pas et que les journalistes aient accès à la source d'information et touchent à tous les députés, donnent parole à tous les différents députés? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Merci beaucoup, madame. Je peux vous dire qu'à l'Assemblée provinciale, il n'y a pas de problème pour accéder à une information. À l'Assemblée provinciale, un journaliste a besoin de rencontrer un député. Il vient, je le facilite, il échange avec le député s'il y a certaines questions, il s'échange. Donc il n'y a pas de problème jusqu'à présent, comme vous pouvez le penser, comme les autres les journalistes, parce qu'ils ne sont jamais satisfaits, qu'à l'Assemblée provinciale, il y a un problème d'accès à l'information. Il n'y en a pas. Le prof a dit, madame, il y a une nécessité vraiment d'appui technique, non seulement aux institutions, mais aussi aux journalistes, en termes techniques, mais aussi en termes de formation. Parce que les journalistes, il ne suffit pas d'être appelé journaliste pour faire le travail du journaliste. Mais il faut avoir la capacité, les niveaux pour récolter, traiter et relayer certaines informations. En province, comme là-bas à Kinshasa, il y a toujours ce problème. Mais au niveau de l'Assemblée, nous essayons de gérer. Mais le problème est là, il est réel. Il faut peut-être des sanctions, faire appel à la prise de conscience de ces journalistes. Et peut-être des restrictions au niveau même du ministère de la communication qui doit limiter la publication, sanctionner même les auteurs, mais demander à tout le monde d'avoir accès à une application pour vérifier si l'information est vraie ou fausse. En tout cas, ça posera problème, mais il nous revient à former, à interpeller les journalistes pour que chaque fois qu'ils ont une information à publier, qu'ils se rassurent que cette information a été vérifiée. Vous avez pris un exemple ici, le professeur, avec beaucoup d'applications dans la machine qu'il y a aujourd'hui. On peut vous caricaturer, madame, on peut appuyer d'autres histoires et on dit finalement, c'est madame telle qui était quelque part, alors que ce n'était pas vous en réalité. Mais on prend votre visage, on associe avec quelqu'un d'autre et là, on vous change directement. Récemment, vous avez suivi certaines photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Là où on parlait même qu'il y a un général, je pense c'est Célestin, qui s'était retrouvé mort dans un hôtel, alors qu'il était libre chez lui. Donc, il y a une éducation qu'il faut aux journalistes, aux praticiens des réseaux sociaux, même de certaines sanctions qu'il faut mettre en place avec, nous sommes députés, nous pouvons légiférer des ici pour limiter certaines accélérations des journalistes sur les réseaux sociaux et pourquoi pas dans les pratiques quotidiennes des journalistes. Mais vous, comme Internews, je pense que vous devez former et appeler les journalistes à toujours chercher la bonne information qu'il faut relayer et de chercher la bonne à travers la fausse information. D'accord, je vais remettre la parole à Peter. Vous voulez réagir par rapport à... Oui, madame. Merci, madame Zaïna. En fait, je voulais juste compléter pour dire que non, voilà, la population lambda n'a pas accès, d'ailleurs déjà au smartphone. Parce que si par exemple on descend un peu plus loin, dans les villages, par exemple à Kasumbalé, ça partout là-bas, c'est difficile de trouver
une maman qui vient du champ avec un smartphone, par exemple. Et pourtant, la plupart des solutions n'existent que sur smartphone ou ordinateur portable. Alors, les outils existent. Des outils fiables pour vérifier une vraie ou une fausse information existent. Et il y a un nombre très réduit de gens qui maîtrisent ces outils-là en RDC. Il y a même des journalistes spécialisés dans la matière de fake news, donc fact-checking en RDC. Je peux citer par exemple Patient Ligodi, je peux citer Rodriguez Kachouva, et je peux citer aussi, ils sont nombreux. Alors, pourquoi ne pas, avec les formations qui se font maintenant, essayer d'aller un peu plus loin? Je donne l'exemple de France 24. Aujourd'hui, si vous demandez à un Congolais qui suit France 24, il déparlera de l'émission sur les observateurs. Et ils ont utilisé les outils, ils ont passé à la télévision pour expliquer à ceux qui n'ont pas accès à ces outils-là. Pourquoi ne pas le faire avec nos radios? C'est-à-dire, on fait recours à ces techniciens-là qui ont publié, par exemple, sur Congo Check, sur actualité.cd, ils vérifient la vraie information et puis venir dire maintenant à la population que non, voilà, il y a ça qui s'est passé, c'était pas la bonne, c'était la fausse information. Non, mais la qualité de l'information n'est pas gratuite, tout de même, professeur. Cette qualité-là, l'info sur France 24, la vérification justement de ces fake news a un coût. Et la responsabilité reste partagée, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau des médias. Surtout, cette responsabilité revient auprès de vous, formateurs, ou auprès des journalistes. La vérification de cette information pose un coût. Comment doivent maintenant travailler vous, l'IFASIC ou les médias pour y parvenir? Faudrait-il aller toquer où pour avoir des fonds, je ne sais pas, justement pour permettre à ce que ces outils de vérification de l'information deviennent soit à la portée de tout le monde dans tous les médias? Donc, je crois qu'au niveau de la formation, il faut rappeler la nécessité de procéder à la vérification de faits. Donc moi, je dis qu'il n'y a rien qui peut se faire contre les fake news si on ne fait pas de la vérification. C'est ce qu'il appelle fake-checking. Ça a un coût. Oui, ça a un coût. Après, libre à vous de choisir d'être média ou pas. Donc, si vous voulez être journaliste et bon journaliste, la loi vous oblige à remplir un certain nombre de tâches. Et dans ce cas précis, la vérification en fait partie. Donc, pour rester média et pour rester crédible, il faut vérifier systématiquement les informations avant de les diffuser. Ici, si déjà tous les médias arrivent à systématiser ce service de fact-checking, il y aurait moins de fake news en circulation. Donc, il faut repenser à un modèle économique pour permettre à ce que ce média repense à ce système de vérification parce que ça suppose un coût. L'Internet suppose un coût. Les smartphones supposent un coût. En cours pour aider les journalistes qui n'ont pas assez de moyens, les médias qui n'ont pas assez de moyens. Ils doivent en profiter. Moi, je suis enseignant. Vous ne me demandez pas si l'État me paye pour lire des bouquins et mettre à jour mes cours. C'est de ma responsabilité en tant qu'enseignant de faire des recherches pour être en mesure de venir, par exemple, répondre à votre invitation. Donc, si on peut excuser tous les médias en disant qu'ils n'ont pas les moyens de vérifier, qu'ils peuvent continuer à relayer les fake news, ça, c'est mettre la société en danger. Donc, moi, il ne m'appartient pas à moi en tant que formateur de savoir comment est-ce que les journalistes vont trouver les moyens ou les médias qui les emploient. L'État a les moyens de les contraindre à vérifier ou alors de les aider à avoir des moyens supplémentaires. Moi, ce que je dis, c'est que s'ils ne systématisent pas la vérification de faits, ils deviendront des dangers pour la société. Il ne faut pas oublier que les fake news n'ont pas pris de l'ampleur pour rien. Il y a une économie du numérique derrière. L'économie de nombre de vues, de nombre de j'aime, de nombre de partages qui génèrent aussi de bénéfices. Donc, il y a des gens qui font du vraisemblable, même si c'est faux, pour accroître le nombre de vues et donc bénéficier des recettes que cela peut produire. Et donc, de notre côté, pour la survie de la société, nous avons l'obligation d'imaginer les moyens. Et l'État peut aussi aider les médias à renforcer leurs compétences. Internews le fait déjà, mais il n'est pas le seul. D'autres partenaires le font. Et les journalistes doivent eux-mêmes aussi comprendre la nécessité de s'engager dans cette voie de la formation pour mieux servir leur public.
La désinformation est vraiment contagieuse que le coronavirus lui-même. Cette désinformation a été amplifiée surtout par les médias sociaux et les plateformes des messageries. Et cette désinformation a créé beaucoup de rumeurs et répandre la rumeur rapidement qui laisse un sillage d'hésitation. Beaucoup plus à la vaccination. On a vécu la Covid avec vous, les confinements et on a vécu pas mal de choses. Je reviens à vous, professeur. Comment vous l'avez vécu, vous, la Covid et les rumeurs autour de coronavirus? Comment vous avez vécu cette période avant que l'on ne déconfine, justement? Bon, moi, j'étais confiné parce qu'il y avait ce confinement. Ensuite, parce que moi-même, j'ai été tombé malade du corona. Et donc, j'ai beaucoup consommé les médias pendant mon confinement. Je me suis rendu compte que les journalistes, c'est normal, n'étaient pas préparés à cette pandémie. Et donc, pendant longtemps, les médias ont beaucoup hésité et ils ont manqué des experts qui répondent de manière pertinente aux attentes. Et donc, c'est ce qui a aussi laissé libre cours à des théories complotistes. Et donc, voilà, on a eu peur. Je crois que la peur a fait plus de ravages que la maladie au début, jusqu'à ce que les traitements qui ont été administrés se sont révélés plus ou moins efficaces et que la campagne a eu le temps de s'installer dans nos esprits. Monsieur Jacques Kabanda, comment avez-vous vécu cette période de confinement avec le coronavirus et les rumeurs autour de cette pandémie? Madame, il y a eu un problème pendant cette période, un problème communicationnel entre l'équipe qui gérait la question de Ebola comme de coronavirus. Parce que nous suivons, au-delà peut-être de la province de Kivu, quand l'équipe de riposte fait passer une information, que nous sommes par exemple à 5000 cas contaminés. Et il y a autant qui sont en confinement, qui sont, je ne sais pas, qui suivent les traitements. Et après, vous suivez ceux qui sont censés suivre ces traitements, disent que non, nous sommes ici, mais nous ne sommes pas malades. Donc, il y a eu un problème pendant cette période de communication parce qu'on ne savait pas finalement est-ce que le coronavirus était un virus qui existait, oui ou non. Est-ce que Ebola, il fallait donc que la population ou nous tous, nous puissions voir les victimes pour dire que le coronavirus est là et qu'il fallait à partir de là faire passer une information pour que tout le monde prenne des précautions. Mais pendant cette période, nous suivions tous dans les réseaux et on suivait tout ce que les médias relayaient. Mais il y avait beaucoup de problèmes, surtout au niveau de la communication, ce qui a amené à plusieurs cas contaminés, à plusieurs décès. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une bonne information et de ceux qui géraient la question et nous qui devions consommer cette communication de l'équipe qui gérait la réponse coronavirus et je ne sais pas à Ebola. Au niveau de la province, les journalistes, c'était pendant cette période qu'ils passaient maintenant à des séances de formation. Est-ce que coronavirus et Ebola les a trouvés déjà formés? Et les journalistes ne savaient pas comment communiquer, comment chercher des informations auprès même de la personne contaminée. Madame, moi j'étais contaminé. C'est après que je m'étais rendu compte qu'il s'agissait de coronavirus. Mais pour que les journalistes disent que véritablement l'honorable Jacques Kabanda a été contaminé, il fallait donc que les journalistes lui-même viennent. Parce que les journalistes n'avaient plus confiance à la communication de l'équipe qui gérait la question. Et au niveau de la province, il y a eu beaucoup de cas comme ça. Mais nous avons vécu des histoires et nous espérons qu'à travers Internews comme les autres partenaires qui appuient les médias, il faut renforcer les capacités, les équiper pour que les journalistes soient dans la bonne position, dans la bonne voie pour rechercher l'information, la bonne alors, et savoir comment les relayer pour
coronavirus. Mais tout ne semble pas quand même du tout avec l'Internet être noir. On a l'impression, n'est-ce pas, qu'on est mieux informé qu'avant, autrefois, vers les années 50, 70, les années 80. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, les messageries, des réseaux sociaux, les plateformes sociales, ne sommes-nous pas, professeurs, mieux informés qu'avant avec l'Internet et aussi avec cette abondance d'informations? Ah, vous avez répondu en partie à votre question. Sur le plan quantitatif, effectivement, l'information est plus abondante et plus riche aujourd'hui. Mais le revers de la médaille, c'est que il y a ces problèmes, notamment de fake news et de manque de compétences, de qualification pour un certain nombre de producteurs de contenus. Aujourd'hui, la production des contenus médiatiques est libéralisée et donc il y a le risque est plus important aujourd'hui d'être trompé qu'il y a quelques années. Mais évidemment, chaque époque a les technologies qui correspondent à l'évolution de la société. Donc, on peut pas faire, je trouve que c'est inutile de faire le procès d'Internet aujourd'hui par rapport aux moyens parce que qui l'ont précédé. Aujourd'hui, le journaliste a moins besoin de se déplacer pour avoir accès à l'information. La circulation est presque instantanée. On est ici, on apprend à la minute près, à la seconde près, c'est que ça déroule loin de nous. Tout ça sont des avantages. Mais pour chaque avantage, il y a certainement un inconvénient qui l'accompagne. Monsieur Jacques, n'est-ce pas, nous sommes mieux informés qu'avant? Et aujourd'hui, on sait voir ce qui se passe au Sud Kivu via les smartphones d'un jeune de Bukavu. On sait comprendre comment les députés se donnent des coups, quel est l'élément entendu qui a été dissipé là-bas. N'est-ce pas? C'est intéressant, mais autrefois, on n'avait pas cette primauté avec un média traditionnel. Ah oui, madame, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà un accès facile à l'information. Auparavant, pour avoir une information de Kinshasa, il fallait se déplacer. Et aujourd'hui, à partir de votre chambre, vous avez une information. Et moi, je peux vous confirmer votre thèse. Aujourd'hui, au moins une grande majorité de la population est informée. Comparativement à 8 ans passés, là où on n'avait pas facile accès à l'information, aujourd'hui nous en avons. Mais le professeur est en train de vous dire, lui, il ne se limite qu'à l'enseignement. Mais dans la pratique, les journalistes font autre chose. Ils donnent les notions, ils donnent les orientations aux journalistes et aux potentiels journalistes et aux étudiants. Est-ce que dans la pratique, ils font ça? Mais aujourd'hui, nous pouvons nous dire que nous avons l'accès facile à certaines informations à travers les réseaux sociaux. Parce qu'avant que la chaîne nationale, la RTNC, ne fasse une communication officielle, au niveau de la province, nous sommes au courant de tout ce qui se passe à Kinshasa. Vrai ou fausse, la vérification, c'est après, et c'est peut-être à la chaîne nationale, la RTNC. Mais aujourd'hui, je peux dire oui, que nous avons vraiment accès aujourd'hui à l'information comparativement à avant, où la population est suffisamment non informée comme aujourd'hui. Peter, un mot de la fin avant de terminer ce magazine. Merci beaucoup. C'était vraiment une super émission. Alors, ce que je peux dire comme mot de la fin, c'est que les journalistes doivent continuer à se former davantage sur les différents outils de vérification des faits ou des informations qui existent. Alors, il y a aussi des initiatives, par exemple, pour les jeunes, parce qu'il y a tellement de bonnes idées aussi pour les pays, parce qu'il y a certains outils qui existent ailleurs, mais qui ne sont pas adaptés par rapport à nos réalités en RDC. Il y a eu parfois plusieurs fois des concours où on appelait des jeunes pour venir proposer des idées afin de lutter contre la propagation des fausses informations. Ça a été fait. Il y a des outils qui existent. Les radios, les chaînes de télévision doivent de plus en plus créer des rubriques où on montre aux gens comment détecter une fausse information et comment les vérifier, par exemple. Voilà, les presses en ligne.
si la vérification de faits existe, mais on devait aller un peu plus loin parce qu'il y a un groupe très réduit de gens qui maîtrisent ces outils. Il fallait maintenant que ces gens-là puissent aussi descendre dans des chaînes de télévision, créer des rubriques, dans des radios communautaires, créer des émissions pour montrer aux gens comment vérifier les informations depuis chez eux à la maison. Merci beaucoup. Monsieur Jacques Kamanda, votre dernier mot pour ce magazine. Merci beaucoup, madame. Je remercie les professeurs à travers qui je viens d'apprendre autre chose comme notion, comme orientation. Parce que moi, mon impression, c'est que les fake news ne viennent pas de ceux qui ne savent pas quelque chose du journalisme. Mais les fake news viennent généralement de ceux qui ont subi une formation peut-être antipathique. Est-ce que vous leur donnez aussi cette façon-là de chercher ou de faire parler ceux qui ne veulent pas donner certaines informations? Voilà, on vous donne la parole également pour répondre et pour votre mot de la fin. Bon, je ne sais pas si honorable est croyant, ou s'il est chrétien ou musulman. Oui, moi, je suis chrétien. Voilà, vous connaissez le commandement de la Bible. Est-ce que c'est pour autant que vous les pratiquez entièrement? Je ne vous demande pas de répondre. C'est juste pour dire que à notre niveau, nous essayons de donner la matière, mais pour avoir réalisé plusieurs études sur terrain, discuté avec les professionnels, parfois ils ne sont pas toujours en mesure d'appliquer les normes qu'on apprend à l'université. Et évidemment, parmi eux, il y a aussi des mauvais qui font autre chose que le journalisme. Il y en a qui sont engagés en politique, que vous engagez pour défendre parfois les thèses de vos partis politiques, y compris par le mensonge. Donc, nous sommes dans un monde qui se constitue comme il est. Et donc, au-delà des jugements de valeur, il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des médiocres. Donc, je ne fais pas ici l'avocat de mes anciens étudiants, ni la défense de ma propre profession. Mais nous, on apprend ce qu'il faut apprendre et chacun l'applique à sa manière. Et pour terminer, je dirais que la vérité n'a jamais été aussi menacée qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux et aux technologies de l'information, de telle sorte qu'il faut que chacun développe l'esprit critique, qu'il puisse vérifier chaque fait qui lui semble vraisemblable, parce que derrière tout ce qui a la forme d'une vérité peut se cacher effectivement une information erronée dans l'objectif d'induire le jugement des autres en erreur. Alors, mesdames, messieurs, nous espérons que cette émission vous a permis d'analyser et de vérifier la bonne et de la mauvaise information. Donc, nous avons parlé de fake news avec Jacques Kamanda, qui est rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Pierre Sana, qui est professeur à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, professeur en information et en communication, et Peter Ochoudi, qui est expert ou spécialiste en développement en informatique, IT et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis et nous espérons vous retrouver très prochainement avec l'émission d'analyse, de vérification des fake news. Au revoir. Cette émission a été réalisée dans le cadre de la campagne en ligne face aux fake news et à la désinformation ayant les réflexes du fact-checking, conduite par MILRDC, Association des médias d'information en ligne de la République démocratique du Congo, grâce au financement de la coopération suisse et avec l'appui technique du programme MSDA, financé par l'USAID et les coopérations suisses et suédoises.